Alors, aujourd'hui, nouveau point du cours, nouvelle leçon. C'est un flip qui va durer certainement beaucoup plus de temps qu'à son habitude. Il y en aura certainement deux. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir ensemble donc l'intégralité de cette guerre froide qui durera, comme son nom l'indique, 40 années. 40 ans de guerre froide. Et nous allons commencer par un premier point, petit a, un conflit idéologique mené par deux grandes puissances. Vous savez de quelle puissance nous allons parler. Premièrement, le modèle américain qui repose sur la démocratie et le capitalisme. Là, je ne vous apprends rien. La démocratie américaine repose sur la déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776. Cette démocratie est parlementaire et elle repose sur des élections libres. Le mot liberté est crucial pour le modèle américain. Les pouvoirs du président sont contrôlés par le Congrès et la Cour suprême. L'économie américaine est quant à elle fondée sur le capitalisme et exalte la liberté d'entreprise et la réussite individuelle. C'est l'American Way of Life. Son modèle connaît une large diffusion après 1945 dans les pays occidentaux. Le modèle soviétique est quant à lui un modèle communiste et totalitaire. Celui-ci est officiellement un régime au service du prolétariat, c'est-à-dire de la classe la plus basse de la hiérarchie sociale, c'est-à-dire l'ouvrier, le paysan. Dans les faits, le pouvoir appartient en fait entre les mains du Parti communiste de l'Union soviétique, qui est le seul parti autorisé en URSS. Sous Staline, un véritable culte de la personnalité est mis en place. Les opposants au régime sont chassés par le KGB, c'est-à-dire qu'ils sont envoyés dans des hôpitaux psychiatriques, ils sont envoyés en prison ou dans des goulags ou tout simplement exécutés. En URSS, la propriété privée n'existe pas et l'économie est entièrement contrôlée par l'État qui la planifie via des plans quinquennaux, c'est-à-dire des plans qui sont renouvelables tous les 5 ans. La société est quant à elle surveillée. Elle est surveillée par la propagande et elle est contrôlée à tous les niveaux. Alors voilà pour un petit récapitulatif de ces deux modèles qui vont se faire face durant 40 années. La guerre froide débute officiellement en 1947 lorsque le président des États-Unis définit sa théorie du containment. Pour éviter aux pays d'Europe de basculer dans le communisme, les États-Unis aident financièrement et militairement tout pays sous la menace de l'URSS. Le volet économique de cette doctrine, que l'on va appeler la doctrine Truman, du nom du président des États-Unis, est le plan Marshall. Outre ce plan, le bloc américain se structure également par des alliances militaires à travers l'OTAN que vont signer 16 pays d'Europe. La même année, en 1947, Andreï Jdanov, qui est alors secrétaire en charge de l'idéologie de l'URSS, proclame quant à lui une réaction soviétique. Cette réaction est plus officiellement connue sous les termes de doctrine Jdanov. Vous en avez déjà entendu parler en troisième. En 1955, le pacte de Varsovie unit militairement les pays communistes avec l'URSS. Le pacte de soviétique, c'est en fait le pendant de l'OTAN. À l'OTAN va s'opposer le pacte de Varsovie. Voilà dans les grandes lignes les idéologies menées par ces deux grandes puissances. Dans un deuxième temps, nous allons voir les alternances de cette guerre froide, car cette guerre froide, durant 40 années, elle n'a pas été de la même intensité. Il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments de crise grave et des moments de détente. Alors, premièrement, suite à la défaite des nazis, 1945, à la conférence de Potsdam, le 2 août 1945, l'Allemagne et la ville de Berlin sont divisées en 4 secteurs, comme vous pouvez le voir. Secteur américain, secteur français, anglais, et l'Est de Berlin est octroyé par l'URSS. Après la crise du blocus de Berlin, 2 Allemagnes sont créées. Tout d'abord, la RFA, la République fédérale d'Allemagne, et de l'autre côté, à l'Est, la RDA. Et là, vous rectifierez mon erreur,
c'est la République démocratique d'Allemagne et non la République, bien évidemment, démocratique fédérale. Nous y reviendrons plus précisément d'ici peu. En Asie du Sud-Est, la Corée, après avoir été occupée par l'armée japonaise durant la Seconde Guerre mondiale, est divisée en deux. Le Nord, qui est dominé par les communistes, et le Sud, qui est quant à lui pro-américain. Cette division se fait au niveau du 38e parallèle, comme vous pouvez le voir sur la carte. Alors, ces deux Corées sont en guerre l'une contre l'autre après l'invasion du Sud vers le Nord. Et il a fallu finalement attendre la mort de Staline en 1953 pour permettre la signature d'un armistice. À la suite de cet armistice, la Corée reste divisée et elle l'est encore aujourd'hui divisée. Après la mort de Staline, deuxième épisode de cette alternance de la guerre froide. Après la mort de Staline, le nouveau secrétaire du Parti communiste et donc dirigeant de toute l'Union soviétique, Nikita Khrouchtchev, décide une coexistence pacifique pour éviter un nouveau conflit mondial. Une coexistence, c'est-à-dire que l'on va vivre séparément, mais de manière pacifique. Cependant, de graves crises viennent se succéder sans jamais aboutir à une guerre directe entre les deux grands. D'où la raison de l'appellation de cette guerre comme étant la guerre froide. Dans la nuit du 12 au 13 août 1961, pour stopper le flux continu des Berlinois de l'Est vers Berlin-Ouest, Khrouchtchev donc décide la construction d'un mur, ce mur de la honte qui va diviser pendant presque 40 ans la ville en deux. En 1962, le monde est au bord d'une troisième guerre mondiale lorsque les États-Unis découvrent des lanceurs nucléaires soviétiques sur l'île de Cuba. C'est la crise de Cuba et nous y reviendrons d'ici peu. Seule finalement la peur d'une guerre nucléaire permet aux deux grands de se rapprocher. Ainsi, en 1972, une ligne directe est installée entre eux. C'est ce téléphone rouge qui a été caractérisé par le fameux film de Stanley Kubrick, Dr. Folamour. Donc dès lors, à partir de ce moment-là, chaque bloc, qu'il s'agisse du bloc soviétique ou du bloc américain, chaque bloc va s'occuper de sa sphère respective. Ainsi, en plus des conflits qui concernent directement les deux grands, dès l'après-Seconde Guerre mondiale, des conflits périphériques, c'est-à-dire à l'écart finalement des grands conflits que touche la guerre froide, des conflits donc périphériques apparaissent, et même si c'est de manière indirecte, l'URSS comme les États-Unis s'y intéressent, c'est-à-dire que pendant 40 ans, aucun sujet qui va concerner le monde dans sa globalité ne va être épargné, ni par l'Union soviétique, ni par les États-Unis. Ainsi, en 1947, la création d'Israël va être soutenue par les États-Unis et va renforcer finalement les tensions qu'il existe au Moyen-Orient. Aujourd'hui encore, Israël est soutenu de pied ferme par les États-Unis. Je passe d'un continent à l'autre, en Asie. Après les accords de Genève en 1954, le Vietnam se divise en deux parties, un sud pro-américain et un nord communiste. Les États-Unis décident d'intervenir lorsqu'une guérilla menée par les Viet Cong du Nord envahit le Sud pour déstabiliser son gouvernement. Les Américains, comme nous le verrons plus précisément tout à l'heure, se retirent du conflit en 1973. Dans les années 1970 maintenant, troisième volet de cette alternance des conflits durant la guerre froide. Dans les années 1970, l'URSS profite des difficultés des États-Unis qu'elle va rencontrer notamment avec le Vietnam. Donc l'URSS va profiter de ces difficultés pour étendre sa sphère d'influence en Afrique d'une part et en Amérique centrale d'autre part. Et en 1979, l'armée rouge intervient en Afghanistan pour soutenir un régime communiste en difficulté. Les États-Unis vont d'ailleurs donner des armes aux rébellions, aux rebelles justement qui vont s'opposer aux communistes, et ils vont armer, notamment vous connaissez cette histoire, ils vont armer un certain Ben Laden qui va ensuite retourner ses armes contre son fournisseur, c'est-à-dire les États-Unis. Ça, c'est une autre histoire, nous y reviendrons peut-être plus tard. Donc face à cette avancée de l'Union soviétique, le nouveau président américain Ronald Reagan
réagit de manière très ferme et décrit l'URSS comme étant l'axe du mal. Lorsque les Russes installent en Europe de l'Est des missiles SS-20 que vous voyez sur la carte là, voilà, les missiles SS-20, les États-Unis installent eux aussi des missiles, les Pershing 2, en Europe de l'Ouest. Ainsi, en 1983 s'ouvre la crise des euromissiles. Ronald Reagan encourage aussi, je reviens sur la guerre en Afghanistan, Ronald Reagan encourage les Afghans à résister à l'avancée des communistes en les armant. Et c'est là qu'il va armer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un certain Ben Laden. Enfin, quatrième et dernier volet de cette alternance des conflits durant les 40 années de guerre froide, en 1985, le nouveau secrétaire du Parti communiste, Mikhail Gorbatchev, que vous connaissez, rétablit le dialogue avec l'Ouest. En 1989, il déclare avec le nouveau président américain, George Bush père, ils déclarent mutuellement la fin officielle de la guerre froide. En 1983, je reviens un petit peu en arrière, des élections libres s'organisent en Pologne et l'on voit arriver au pouvoir un syndicaliste anticommuniste, Lech Walesa, dans un pays qui a été longtemps, depuis la Seconde Guerre mondiale et même pendant la Seconde Guerre mondiale, la Pologne a été sous domination soviétique. Désormais, ce n'est plus le cas, grâce à Lech Walesa et à son syndicat Solidarność. Enfin, en RDA, les contestations s'accumulent et entraînent la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989. Et là aussi, c'est une grande phase de cette guerre froide. Dernier point, le 25 décembre 1989, au journal télévisé, le soir de Noël, suite à un vaste mouvement de contestation des diverses républiques d'Union soviétique qui mènent à l'éclatement inévitable de l'URSS, Mikhail Gorbatchev annonce officiellement sa démission. C'est la fin de la guerre froide.